Dude, where's my car? Dude, where's my car? Where's my car? Where's the Cadillac? Everybody can relax, I found the car. Hey, dog, why don't you come on a ride with me? You wanna drive my car? I want to drive. Here's keys. Drive faster. Drive like hell. Nice ride. Nice car. Nice car. Hey, that's a nice car, man. 900 horses of Detroit muscle. I'm never gonna get out of this car again. Oh my God, I love my car. I love that car. La voiture aux États-Unis, c'est bien plus qu'un moyen de transport. C'est une icône qui a marqué l'histoire et la culture du pays. And best of all, it's a Cadillac. My son bought me a Cadillac today. You bought a Cadillac? It's Cadillac. That's a Cadillac. A Lincoln is better than a Cadillac. It's a better automobile. I mean, do what you want with a man, but do not fuck with his Cadillac. Souvent vu comme un symbole de liberté, les Américains ont une vraie histoire d'amour avec l'automobile. Une histoire faite de design futuriste, de road trip sur des autoroutes à 6 voies, de courses de stock cars, de motels et de drive-in. Le genre de truc qui a fait rêver des générations d'Européens dans les films. How'd you like to go to the drive-in movies with me? You gotta be kidding. Un amour si fort que le pays entier s'est adapté à elle. Aux États-Unis, la voiture est devenue centrale au mode de vie, et tout est fait pour ne jamais avoir à en sortir. Les voitures américaines sont des vrais salons roulants, et on reste à l'intérieur pour acheter à manger, pour boire son café, pour retirer de l'argent, pour chercher des médicaments à la pharmacie, et même, parfois, pour prier à l'église. Et ça, c'est pas juste parce que les Américains sont accros à leur bagnole. La voiture est en fait devenue indispensable, c'est un pays où les transports publics sont extrêmement mauvais, alors qu'à une époque, ils avaient les meilleurs au monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'automobile américaine pour comprendre comment un pays entier a basé sa politique et son économie autour des voitures, poussé par le lobbyisme d'une des industries les plus puissantes au monde. Si aujourd'hui la plupart des Américains vivent dans des endroits qui ressemblent à ça, c'est parce que toutes ces villes ont été construites pour les voitures. Avoir une voiture, ce n'est donc pas forcément un plaisir, c'est nécessaire, et les Américains en sont dépendants. Et c'est pour cette raison que les voitures sont assez abordables, et que l'on peut passer son permis à 16 ans. Sans voiture, très souvent, on reste bloqué chez soi. Et aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire, les transports en commun aux États-Unis sont très mauvais. À l'exception de quelques grandes villes comme New York, les bus et métros sont très peu fiables, les trajets sont extrêmement longs, et ces transports sont même parfois inexistants. En fait, ils sont seulement utilisés par les Américains les plus pauvres qui ne peuvent pas se payer de voiture. Et puisque seulement une minorité utilise ces transports, les villes n'investissent pas vraiment pour les améliorer. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, les États-Unis étaient les meilleurs pour ce qui concerne les transports en commun. Les Américains n'ont jamais eu de TGV, mais 100 ans avant ça, ils avaient un réseau de voies ferrées incroyable, avec des projets fous pour l'époque comme le chemin de fer transcontinental, qui reliait l'Est à l'Ouest. J'en parle dans une vidéo si vous voulez en savoir plus. Les villes, quant à elles, étaient très bien desservies. Chaque ville américaine avait droit à son large réseau de tramways électriques, et la plupart des Américains allaient au travail en utilisant les transports en commun. On comptait 27 000 km de rails de tramway au total dans tout le pays, et croyez-le ou non, mais au début du siècle, Los Angeles avait le réseau de transport en commun le plus développé au monde, avec des milliers de kilomètres de rails et des tramways qui allaient jusqu'aux villes de banlieue, utilisés par toutes les classes sociales. Bref, le monde entier enviait les transports publics américains. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, pour tout comprendre, il faut revenir au début de l'histoire de l'automobile. The one sure way to get someplace is on a train. But you can only go where the tracks go. Les voitures ne sont pas nées aux États-Unis. Au XIXe siècle, les Européens et particulièrement les Français étaient pionniers. Mais les Américains ont très vite suivi. Au début du siècle, les voitures étaient encore un luxe et beaucoup n'y voyaient pas vraiment l'intérêt face à la fiabilité d'un bon vieux cheval. C'est un peu comme toutes les nouvelles technologies aujourd'hui, les gens voyaient ça comme un gadget et personne n'imaginait un futur où tout le monde aurait une voiture. Mais celui qui a tout changé, c'est Henry Ford en 1908 avec le Model T. And suddenly one day it appeared. It was called the Model T. Maybe it didn't look classy, but it could take a beating on rough country roads and still get you there. Pour vendre un maximum de modèles, Ford a voulu baisser les prix de ses voitures. Et pour ça, il fallait baisser les coûts de production, avec une méthode simple,
plus il produit, plus les prix pourront être bas. En 1913, il révolutionne le système de production automobile avec le travail à la chaîne et un système de tapis roulant. Alors non, ce n'est pas lui qui a inventé la production de masse pour l'automobile, mais il l'a optimisé au maximum. Les ouvriers n'avaient plus qu'à faire un seul geste répétitif et surtout, ils n'avaient besoin d'aucune qualification. Ces méthodes ont révolutionné l'industrie. The cars began coming off the assembly line at the rate of 1 every 40 seconds. And what Henry Ford had foreseen happened. Mass production and the assembly line drove the price of the Model T down from $850 to $300. Now everybody could have one. Ford a aussi décidé en 1914 de doubler le salaire de ses ouvriers et a introduit un peu plus tard la semaine de 40 heures. À l'époque, c'était assez révolutionnaire. Il n'a pas forcément fait ça pour leur bien, mais c'était surtout de quoi attirer de nombreux ouvriers dans son usine et donc de produire plus, mais aussi de permettre à ses employés d'acheter eux aussi une Ford T. Malin. Alors qu'une nouvelle voiture était produite en 13 heures avec la méthode traditionnelle, il ne fallait maintenant plus que 93 minutes. Aux années les plus productives, on pouvait produire jusqu'à 10 000 modèles T par jour. À l'époque, c'était du jamais vu. Si la Ford T n'avait rien de révolutionnaire par rapport à la concurrence, elle a pourtant été un tournant dans l'histoire de l'automobile, et même dans l'histoire des États-Unis, en permettant à l'américain lambda d'avoir une voiture. Rendez-vous compte, en 1910, il y avait seulement 458 000 voitures sur les routes. 10 ans plus tard, il y en avait 8 millions. Et parmi elles, plus de la moitié étaient des Ford Model T. Everywhere you looked, you saw the Model T. It became a part of the American scene. It took the housewife to market. It brought the doctor to his patients in time to save their lives. Tous les foyers américains ont fini par avoir une voiture, et ça a transformé le pays. Parce que pour rouler, il a fallu construire des routes. Et en quelques années seulement, plus d'1 million de kilomètres de routes ont été construits, souvent financés par les villes ou les États. Parmi elles, on peut noter la Lincoln Highway en 1913, la toute première route transcontinentale, elle reliait New York à San Francisco. La voiture a donc très rapidement transformé l'Amérique, qui était maintenant complètement connectée, avec une liberté de mouvement encore jamais vue. Et ça a eu un énorme impact sur la qualité de vie des Américains. Avec une voiture, ils ne se déplaçaient pas seulement pour aller travailler, mais aussi pour voyager, découvrir leur pays, partir en week-end à la campagne ou visiter leurs parcs nationaux. C'était un vrai symbole de liberté et d'indépendance, si cher à la culture américaine. Now the whole family could get away from the noise and the heat of the city. People could go camping over a weekend and be back to work Monday morning with renewed energy. Même chose pour les paysans, qui pouvaient quitter les zones rurales et sortir de leur isolement. Après ce boom de l'automobile, les voitures sont devenues bien plus qu'un simple mode de transport. De nouveaux segments ont été créés, et les voitures étaient déjà des marqueurs de classe sociale. Des marques comme Cadillac, Lincoln ou Chrysler sont devenues des marques de luxe. Leurs voitures étaient des vrais salons roulants et étaient difficilement comparables à celles dont le seul but était de conduire au travail. Acheter une voiture était le plus beau jour de la vie d'une famille, c'était presque comme ramener un bébé chien à la maison. It's Dad. He's got the new car. Hi, Dad. Oh, Daddy, Mother, it's here. Oh, gee, Dad, it's super. Oh, it's gorgeous. Et même si dans les années 30, à cause de la Grande Dépression, beaucoup d'Américains ne pouvaient pas acheter de nouvelles voitures, la route est devenue un symbole de liberté, le seul endroit où l'on pouvait fuir les problèmes. Et certaines routes devenues emblématiques, comme la route 66, ouverte en 1926, ont vu passer des milliers d'Américains qui migraient vers l'ouest. C'est ce qu'on voit dans le célèbre roman Les raisins de la colère, par exemple. Même quand l'Amérique allait mal, la route restait le seul symbole d'espoir. We are the first nation in the history of the world to go to the poorhouse in an automobile. Des milliers de marques ont essayé de fabriquer des voitures, mais avec la Grande Dépression, la plupart ont disparu, et l'industrie a fini par être dominée par 3 acteurs, appelés les Big Three: Ford, General Motors et Chrysler. Des entreprises qui allaient devenir les plus influentes du pays, avec un lobbyisme très puissant sur les politiques américaines. Now the volume of car sales was the barometer of our economic well-being. The automobile was not only a convenience, it was an essential. America, it seemed, moved only on wheels. Dès les années 30, la voiture était donc déjà devenue le nouveau premier mode de transport, et a fini par dominer les rues. Quand on regarde les images des villes américaines au début du siècle, on voyait des foules sur la route, les villes étaient adaptées aux piétons et les gens marchaient beaucoup. La rue était un espace public, pas réservé au transport. Mais la voiture a tout changé.
Dès les premières années, les voitures ont fait beaucoup de victimes d'accidents et ont tué beaucoup d'enfants notamment. On voyait d'ailleurs apparaître les premières campagnes de sécurité routière et beaucoup manifestaient pour limiter la vitesse des voitures en ville. No war, no pestilence, no crime wave has taken such a relentless toll in lives and human misery as this murderous fiend behind the wheel. Yet his activities are now so much a part of our daily lives, they are accepted as a matter of course. Et pour y répondre, plutôt que de faire limiter le trafic ou d'aménager des zones plus sûres pour les piétons, on a plutôt tout fait pour réserver les routes aux voitures, rendant beaucoup de villes beaucoup moins accessibles aux piétons, obligeant donc la plupart des gens à acheter une voiture pour pouvoir se déplacer. Des politiques et des lois qui déjà à l'époque étaient très influencées par les lobbies automobiles. Lobbies qui ont aussi réussi à faire en sorte que les voitures puissent rouler sur les voies des tramways, créant forcément des tas d'embouteillages et rendant les transports en commun très peu fiables. Effet boule de neige donc, les usagers des transports ont acheté des voitures, seule alternative, les routes se sont encore plus encombrées, et ainsi de suite, ça ne s'arrête pas. Donc clairement, les tramways sont devenus de moins en moins fiables, et par conséquent, de moins en moins utilisés. Et le problème, c'est que la plupart de ces transports étaient gérés par des entreprises privées, et en voyant leurs revenus baisser, elles ont préféré faire des coupes budgétaires plutôt que d'investir pour améliorer le service. Donc c'est un cercle vicieux. Et pour définitivement signer leur arrêt de mort, en 1938, National City Lines, une entreprise de transport possédée en partie par General Motors, la marque de pneus Firestone et une entreprise pétrolière, prend le contrôle des tramways d'une cinquantaine de villes américaines, dont Los Angeles, Détroit, New York ou encore Chicago. Très vite, tous les tramways sont envoyés à la casse, les lignes sont alors supprimées et remplacées par des bus à essence ou des voies réservées aux voitures. Ouais, un peu comme dans Roger Rabbit si vous avez la ref. The inflexible rails, permanently embedded in cobblestones, were paved over to provide smooth, comfortable transportation via diesel motor coach. Ce que voulaient les grands groupes automobiles et les entreprises pétrolières, c'était un pays fait pour la voiture. The automobile is America. À l'époque, la voiture est un symbole de modernité et la nouvelle vision du futur ne pouvait se faire sans elle. Et pour découvrir cette vision, direction la célèbre exposition universelle de 1939 à New York. I hereby dedicate the New York World's Fair and I declare it open to all mankind. Une des expositions universelles les plus emblématiques et la première à avoir pour thème le futur, pour découvrir, je cite, le monde de demain. America's World of Tomorrow is ready for its formal debut, the mighty exhibition which is a monument to imagination, showmanship and industry. Les trois grands constructeurs avaient leur pavillon, et celui de General Motors, le plus populaire, a été vraiment déterminant pour l'avenir du pays. We join the throngs waiting to see the world of the future. Avec son exposition Futurama, General Motors voulait montrer un monde dans lequel les villes seraient toutes connectées par des immenses autoroutes qui traverseraient les centres-villes et unifieraient le pays. Here is highway engineering at the most spectacular. Traffic may move safely and easily without loss of speed. Un monde dominé par la voiture qui pouvait faire rêver à l'époque, puisque le pavillon était un des plus populaires de l'exposition. Et cette vision allait bientôt devenir réalité. Sensational is the Futurama that projects you into 1960. La Seconde Guerre mondiale a mis un frein à l'automobile, puisque toutes les usines ont été réquisitionnées pour y construire du matériel militaire. Pour les consommateurs, rien ne sortait des usines. Entre 1942 et 1944, c'était impossible d'acheter une voiture neuve, sauf si l'on arrivait à prouver que c'était vraiment indispensable. L'essence aussi était rationnée, et les Américains pouvaient conduire qu'en cas de nécessité. Mais ces quelques années d'innovation militaire ont énormément servi à l'industrie. Déjà, la guerre a fait naître la Jeep, un des premiers 4x4 de l'histoire. Mais surtout, les avancées technologiques de l'armée ont pu être appliquées à l'automobile commerciale, et l'industrie a pu partir du meilleur pied dès la fin de la guerre. Ajoutez à ça la frustration des Américains qui n'ont pas pu rouler pendant plusieurs années, et c'est comme ça qu'est arrivée la folie des années 50. Throughout the world, throngs of people hail the end of the war in Europe. Now the war against Germany is won. Après la guerre, c'est une période d'optimisme et de prospérité aux États-Unis. Et l'industrie automobile est peut-être celle qui a le plus bénéficié de cette période de croissance. Le baby-boom voit l'émergence des classes moyennes avec une nouvelle structure familiale, qui pouvaient tous s'offrir le rêve américain. 2 enfants, une maison, une télévision et bien sûr, une voiture. Enfin, un rêve américain accessible uniquement aux familles blanches, mais on va voir ça un peu plus tard. The realization of the American dream, the envy of the entire world.
Les marques construisaient des voitures de plus en plus innovantes, de plus en plus belles, et de plus en plus grosses. Pourquoi plus grosses ? Parce qu'ils le pouvaient tout simplement. En Europe, les routes étaient présentes depuis des siècles, et les voitures ont dû être construites à des tailles adaptées pour circuler facilement. En gros, les voitures ont été construites pour les routes. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Les routes ont été construites pour les voitures, et il y avait de la place. Donc si les constructeurs voulaient vendre des voitures de 6 mètres de long, les routes et les places de parking seraient construites pour être adaptées à ces modèles, presque devenus standards. Aucune limite en termes de design non plus. Les automobilistes veulent du style, et les marques savaient leur vendre. Et l'essence était tellement pas chère qu'on s'en fichait totalement de la consommation ou du manque d'aérodynamique. Les voitures des années 50 étaient de vraies œuvres d'art, et le design représentait tout l'optimisme des années 50 en plein air spatial. Les designers s'inspiraient des fusées, et on voyait des voitures avec des lignes allongées et futuristes, des énormes ailerons, du chrome partout, et un confort optimal. C'était le summum de l'extravagance à l'américaine. Et puisque personne ne se souciait de la consommation ou de la pollution, on pouvait sortir des voitures de 2 tonnes avec des gros V8 sans problème. Les voitures étaient aussi à la pointe de la technologie, et on a vu plein de révolutions dans les années 50. Déjà à l'époque, on pouvait trouver la climatisation, la direction assistée, des transmissions automatiques, des vitres et sièges électriques, et j'en oublie plein. Les Américains étaient déjà dans le futur, l'industrie automobile des États-Unis était la plus puissante au monde, et c'est elle qui faisait tourner le pays. The family's automobile, which they will probably trade in for a new one next year, not only helps keep the automobile industry thriving, but continually supports the gasoline station, the service garage, the tire dealer. Rendez-vous compte, dans les années 60, un adulte sur 6 travaillait directement ou indirectement dans l'automobile. Et c'est la voiture qui a en partie permis à l'Amérique de devenir une superpuissance. Entre 1950 et 1958, le nombre de voitures sur les routes a plus que doublé. These are cars, factory fresh. This year we're making nearly 9 million of them, a record. This year we're making fewer than 4 million babies, not a record. You might conclude that we love cars more than twice as much as babies. Et avec les voitures, on pouvait aller partout et rapidement. Donc les Américains vivaient de plus en plus loin des villes où ils travaillaient, et des villes de banlieue poussaient comme des champignons. Wheat fields and orange groves, even unwanted swamps and dumps, blossomed out into expertly planned and constructed suburban communities. Maintenant que l'on avait un moyen de se déplacer facilement, on pouvait enfin utiliser tous ces grands espaces vides autour des villes, et puisqu'il y avait beaucoup de place, forcément on pouvait tout construire en gros. À quelques kilomètres des centaines de pavillons quasi identiques, on construisait en banlieue des immenses lycées ou universités, on a aussi construit les tout premiers centres commerciaux, toujours accompagnés de gigantesques parkings. There is plenty of free parking, over 5,000 individual parking spaces. Bref, la voiture est à l'origine de l'Amérique moderne, celle que vous avez toujours vue dans les films. Cette Amérique devenue légendaire, toujours plus consumériste et démesurée. À partir de là, on ne pouvait plus revenir en arrière. Les États-Unis s'étaient construits autour de la voiture, et les Américains en sont devenus dépendants. Man with his modern machines is consuming land at a frightening rate. About 3,000 acres are cleared every day to make room for the growing ranks of suburban dwellers. Et bien sûr, la voiture a aussi vu naître les road trips, avec des trajets de plus en plus longs. Avant, les seules destinations de vacances étaient celles desservies par le train. And where do we go on vacation once a year? Atlantic City, of course. La voiture a changé ça et a permis de développer le tourisme dans de nombreuses zones reculées. La route 66, par exemple, est devenue la route principale pour se rendre à Los Angeles pour les vacances. Et les voyageurs pouvaient s'arrêter au Grand Canyon ou aux nombreuses autres attractions construites pour les touristes. Il a aussi fallu construire des hôtels pas chers pour se reposer au milieu du voyage, assez grands pour accueillir toute une famille. Et c'est comme ça que sont nés les fameux motels. Même chose pour les célèbres diners au bord de la route, ouverts 24 heures sur 24 pour ceux qui roulent toute la nuit. Les premiers fast-food aussi ont vu le jour grâce à l'automobile, mais je garde ça de côté pour une future vidéo. La route est vraiment à l'origine de tous les symboles de la culture américaine, toujours liés au concept de liberté et d'indépendance. Perhaps the most wonderful thing about the American road is the freedom it gives us. You've only to get in your car and start driving to feel it. The American road. À partir des années 50 donc, les Américains faisaient tout dans leur voiture, et quasiment tous les établissements ont fini par proposer des drive-in. Originally, the phrase drive-in meant only one thing, a restaurant that brought food to your car window. Now drive-in can mean anything.
You can put money in the bank without ever taking your foot off the brake. You can drive up and mail off a check for a bill you owe. On the car, probably. There are no drive-in bars. You have to buy the whole bottle. There are 4,000 drive-in theaters around the country. Oui, tous, même les églises. Welcome to Southern California's original walk-in drive-in church. By the time this service comes to a close, more than 10,000 people will have streamed in and out of this church to worship in the beautiful glass sanctuary and in the privacy of the family car, hearing the spoken word and the great organ in the choir through hundreds of high-fidelity speakers. Les voitures faisaient presque partie de la famille, mieux traitées que les chevaux à l'époque. On construisait des pavillons avec un garage plus gros que les chambres et on en prenait soin mieux que nos enfants. The modern garage is like a hospital clinic. The head man is a diagnostician. They keep medical histories in file cabinets. The operating room is antiseptic, and most of the patients aren't very sick. Americans pay $6 billion a year for doctor bills. They pay more than $6 billion for garage bills. À l'époque, les constructeurs faisaient tout pour pousser les consommateurs à changer régulièrement de voiture, parfois tous les ans. Et c'est pour ça qu'ils sortaient plein de modèles avec des nouvelles options et des nouveaux designs. C'était vraiment l'âge d'or du consumérisme. There's a new era in automobiles. It's the new Motoramic Chevrolet. What's new? Everything. New fabrics, new colors, new treatments. The newest new car in America. The new Motoramic Chevrolet. Dans les pubs, la voiture n'était plus un simple moyen de transport. On vend du rêve, la liberté, un statut. On vantait une possibilité d'améliorer les conditions de vie et de rendre libre. Je pourrais vraiment vous faire une vidéo d'une demi-heure sur les pubs de voitures des années 50. C'est presque un mouvement artistique à ce niveau-là. It's spelled O-L-D-S-M-O-B-I-L-I-T-Y. O-L-D-S, Oldsmobility, glamorous new. Oldsmobility, powerful, yes. Oldsmobility in Olds 458. On a aussi par exemple la version cosmique ou la version comédie musicale. I want a Corvette. I thought you would. Ooh, I want a Pontiac too. Okay, we'll have the usual two-car garage. Bref, de quoi vouloir acheter une nouvelle bagnole tous les soirs devant sa télé. Un consumérisme de l'extrême, au point qu'on ne savait plus quoi faire des voitures d'occasion, qui finissaient à la casse après seulement quelques années d'utilisation. We're throwing away 5 million cars a year, and it's getting harder to find a place to throw them. Junkyards are competing with housing developments and national parks for space. There's a limited need for scrap steel, so about 1 million of them are being spread across the countryside in a garland of car dumps. Certaines étaient tout de même récupérées par les plus jeunes pour en faire ce qu'on appelle des hot rods. C'était un peu les débuts du tuning, avec des vieilles voitures modifiées pour les rendre plus rapides, avec lesquelles on pouvait faire des courses de vitesse par exemple. C'était Fast and Furious avant l'heure. 250,000 kids drag regularly and 500,000 more buy magazines about it. Et pour les voitures les plus anciennes, elles ne finissaient pas toutes à la casse. Vous connaissez les Américains, ils savent faire du divertissement. These people take old cars and do on purpose what most drivers spend all day trying to avoid. Après le confort, les constructeurs automobiles se sont donc intéressés à la vitesse, alors que les sports automobiles devenaient de plus en plus populaires, jusqu'à devenir des institutions américaines, comme les courses de stock cars. Car racing is the second biggest spectator sport. Horse racing is biggest. The difference is that car race fans are watching the cars and horse race fans are watching their money. Les premières voitures de sport américaines ont donc rapidement vu le jour, comme la Corvette ou la Thunderbird, inspirées par les modèles européens qui avaient fait rêver les soldats pendant la guerre. Mais ces voitures décapotables à 2 places n'étaient pas ce qui attirait le plus les Américains lambda. En fait, c'est plutôt dans les années 60 que les voitures de sport envahissent le marché, pour plaire à une clientèle plus jeune. Avec la Plymouth Barracuda ou la Ford Mustang en 1964, un nouveau segment de voitures plus petites, abordables et au look sportif a vu le jour, appelé les Pony Cars. C'est un énorme succès avec des milliers de commandes dès le premier jour, et la Mustang a rapidement dépassé le record de la voiture la plus vendue, raison pour laquelle elle est devenue si légendaire. This is Mustang, an unexpected car at an unexpected price. Donc forcément, la concurrence a rapidement suivi,
Et puisque, encore une fois, l'essence n'était pas chère, les constructeurs pouvaient aussi mettre des gros V8 dedans et en faire des vraies bombes, influencés par les courses de dragster dont je parlais plus tôt. Tout est lié. C'est ainsi que sont nées les fameuses muscle cars qui allaient faire rêver tous les jeunes américains dans les années 60 et au début des années 70. Bref, vous l'avez compris, l'histoire automobile américaine est pleine de modèles légendaires qui font encore rêver les passionnés aujourd'hui. Certains ont marqué la culture américaine, et l'automobile en général a énormément transformé le pays et son mode de vie. Mais il y a une chose fondamentale dont je n'ai pas encore parlé, qui a eu un impact énorme sur le pays aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. This is the American dream of freedom on wheels, an automotive age, traveling on time-saving superhighways. Vous vous souvenez du rêve de General Motors à l'Expo universelle ? Ils étaient bien décidés à le réaliser. Cela faisait plusieurs décennies que les leaders de l'industrie faisaient du lobbying pour pousser l'État à financer des routes et des autoroutes. Et ça s'est accentué au milieu des années 50, alors que les routes nationales étaient de plus en plus congestionnées. Though we have the greatest highway system in all the world, it can't carry the mounting traffic of our growing greatness. We're running out of roads. We didn't dream big enough. Bah oui, après avoir convaincu tout le monde de fuir dans les banlieues, après avoir dit à tout le monde que la voiture c'était la liberté, il a fallu se confronter à d'autres problèmes. Et pour régler le problème, qu'ils ont créé eux-mêmes au passage, les constructeurs avaient la solution. Des immenses autoroutes et des parkings. Customers pass us by if they can't find a place to stop. What rings up store sales today is parking space. Best investment a town can make. Lots of parking. Donc pour résumer, on construit tellement de voitures qu'on n'a plus de place sur la route, donc on va construire plus de routes pour vendre plus de voitures, sans se dire qu'elles risquent aussi de finir bouchées, comme on peut le confirmer 50 ans plus tard. Mais bref, les constructeurs sortaient des clips de propagande pour vanter les mérites des autoroutes et convaincre les automobilistes qu'elles étaient essentielles, comme celui-ci produit par General Motors en 1954. Raise your voice. Ask for better highways and more parking space. It's your country. Ce que voulaient les lobbies, c'est un programme d'autoroute inter-État complètement financé par l'État fédéral. Et ce rêve est rapidement devenu réalité, en 1956, avec le Federal Highway Act, signé par Dwight Eisenhower. Il était lui-même à fond pour les autoroutes, il avait d'ailleurs traversé la Lincoln Highway dans sa jeunesse quand il était dans l'armée, mais ce qui va vraiment l'inspirer, c'était en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a découvert le réseau d'autobahn construit par Hitler. Plusieurs années plus tard, il a donc voulu construire la même chose, mais sur le territoire américain. It will be possible to drive from the Atlantic to the Pacific Ocean, and from Canada to Mexico, on safe, multi-lane, divided highways, without a single stoplight or stop sign. Ces autoroutes allaient être payées principalement par le ministère de la Défense, car c'était considéré comme un projet militaire. L'argument, c'est qu'en pleine guerre froide, ces routes seraient indispensables pour transporter du matériel militaire et évacuer les villes en cas d'invasion de l'Union soviétique. Et si on regarde qui était le ministre de la Défense à l'époque, ah oui, Charles Wilson, PDG de General Motors. Mais bref, un projet colossal de 25 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 268 milliards avec l'inflation, qui projetait de construire 66 000 km d'autoroutes, financées principalement par des taxes sur l'essence et sur les voitures. Dit comme ça, des autoroutes, ça fait pas rêver, mais à l'époque, c'était le plus gros projet de travaux publics du pays. Et ça a eu un impact considérable sur l'Amérique que l'on connaît aujourd'hui. C'est clairement un des événements les plus marquants de l'histoire américaine. During the next 13 years, the United States is embarking upon a gigantic public works program, a construction program so vast that it will dwarf the pyramids of Egypt and the construction of the Panama and Suez canals. À l'époque, ces autoroutes étaient un concept assez nouveau. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était du jamais vu pour beaucoup d'Américains. Et il fallait des programmes publics à la télé pour leur expliquer le fonctionnement de ces routes sans croisement, sans feu rouge, avec un nombre limité d'entrées et de sorties. Et ils comprenaient pas toujours tout.
Now, they tell me that you can only get on these freeways at certain places. Now, why can't you get on wherever you want to? How are all these people going to know where to turn off to get the things they need? And how do I get on this here no-fangled road? Drive 10 or 15 miles? We'd like to know what the freeway is going to do to us. Bon, évidemment, tous ces gens sont des acteurs, mais ils représentent assez bien l'opinion publique de l'époque, et à chaque fois, le responsable du projet leur cloue le bec, il avait vraiment réponse à tout. And each proposed route will destroy some natural beauty or some historical treasure of this community. I agree. I also believe that a cleanly designed and perfectly functional highway has a beauty of its own. Les autoroutes ont transformé les États-Unis, elles ont permis de voyager beaucoup plus rapidement et ont fait développer certaines villes qui, avant ça, étaient bien plus isolées, comme Dallas, Houston, Denver, Phoenix ou encore Las Vegas. Travel is faster today, and great distances no longer prevent the movement of people and things from place to place. Les autoroutes ont aussi été révolutionnaires pour les camions et le transport de marchandises, ils ont remplacé les trains, et ça a transformé l'économie du pays. Ajoutons également tous les emplois créés par la construction de ces routes, et on comprend mieux comment l'automobile a pu faire tourner toute l'économie américaine à l'époque. D'ailleurs, la plupart des pays du monde se sont aussi développés autour de la voiture, inspirés par les Américains. Sauf que les États-Unis ont vraiment tout misé dessus, et ils ont presque complètement arrêté le développement des autres transports, poussés par les lobbies automobiles et du pétrole. Alors oui, on peut penser qu'à l'époque, on pouvait pas voir le problème et que la voiture faisait rêver tout le monde. Mais en fait, tout ce que certains reprochent aux voitures d'aujourd'hui se disait déjà dans les années 60. Of course, you can make a case against cars. They take up too much space. They pollute the air. They mess up cities. They aren't safe. But that is another broadcast. Et surtout, si l'Amérique rurale a beaucoup bénéficié de ces routes, les villes, elles, en ont énormément souffert. Après avoir tout fait pour que les gens arrêtent de marcher, il a fallu trouver une solution pour que les automobilistes continuent à venir dans les centres-villes, congestionnés par les voitures. Des bâtiments entiers ont donc été rasés pour y construire des parkings, et les villes ont été complètement redessinées pour s'adapter aux voitures. This is Cincinnati in 1955. It's what a lot of American cities used to look like. There were some highways, but most of the city was on a grid, which made it easy to get around either on foot or on public transit. Today, Cincinnati looks like this. Instead of a grid, there's a tangle of highways. It makes some neighborhoods almost impossible to get to on foot. The same thing happened in countless other cities too, like Detroit and Kansas City. Les fameuses Main Street, les rues principales typiques des villes américaines, un peu à la Disneyland, ont quasiment tout disparu pour faire place à des routes et des parkings. Pittsburgh is digging a $4 million hole in the heart of the city to provide underground storage for thousands of cars. Et le problème, c'est que ça n'a pas vraiment sauvé les commerces pour autant. Avec la poussée des villes de banlieue et des grands centres commerciaux, les centres-villes ont fini par être complètement déserts en dehors des heures de travail. The rush to the suburbs leaves behind abandoned buildings, neglected properties, deteriorating business districts. Avec cet exode vers les banlieues, les grandes villes ont subi un déclin démographique énorme, et encore aujourd'hui, beaucoup de ces centres-villes ressemblent à des villes fantômes, sans aucun logement, avec seulement des bureaux, des routes et des parkings, comme ici à Kansas City, à Cincinnati, ici dans le Michigan, ou encore là dans l'Ohio. Et il y a une réalité bien plus sombre derrière tout ça. Les autoroutes ont détruit bien plus que quelques bâtiments de centre-ville, parce qu'elles ne faisaient pas que de connecter les villes, elles les traversaient. Pour les construire, des quartiers entiers, souvent historiques, ont été détruits, et ces quartiers n'étaient pas n'importe lesquels. À l'époque, ces projets étaient motivés par ce qu'ils appelaient le renouvellement urbain, consistant à détruire des quartiers en déclin pour, je cite, nettoyer la ville. Whenever possible, in our bigger cities, rights of way are located in blighted or slum areas, which helps to clean them up. Sauf que ces zones étaient surtout des quartiers pauvres habités par des Afro-Américains ou des Latinos, des groupes ethniques qui, en plus, n'avaient en général pas le droit de s'installer en banlieue, et derrière cette politique de renouvellement urbain, il y avait surtout une manière légale de se débarrasser de ces populations et de récupérer leurs terres facilement. Dans ce cas, pour y construire des autoroutes et des parkings. Central Avenue, which was really thriving African American business district, dating from the 19-teens, going all the way up to the 1960s. The interchange of I-4 and H-75 is literally on top of that. Détroit, Chicago, Philadelphie, Atlanta, presque toutes les villes en ont souffert. Et c'est aussi ce qui s'est passé dans le Bronx, qui a fini en ruine, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Planners had an uncanny ability to pick out the black neighborhoods.
In St. Petersburg, Florida, 10 African-American churches were picked up and moved to make room for I-275. The route for I-94 in St. Paul displaced 1 in 7 of the city's black residents. Very few blacks were living in Minnesota, one critic noted, but the road builders found them. Dans tout le pays, les Blancs ont fui les centres-villes dans les années 50 et 60, rendus possibles grâce à la voiture. Les plus pauvres, souvent des Afro-Américains et des Latinos, restaient dans la misère des centres-villes, et ce changement de population a aussi entraîné une énorme perte fiscale pour les villes, qui ont pour la plupart fini dans le déclin. Une des rares villes à avoir été un peu épargnée, c'est New York, qui reste aujourd'hui la ville la plus adaptée aux piétons. Et pour ça, on peut remercier cette femme, Jane Jacobs. Elle s'est battue pour la préservation de nombreux quartiers qui, eux aussi, auraient dû être détruits, comme Greenwich Village, Soho ou Chinatown. Un vrai combat de David contre Goliath. Alors à l'époque, on la prenait un peu pour une folle, mais son activisme a permis de sauver une bonne partie du Manhattan qu'on connaît aujourd'hui. Des lieux célèbres, comme Washington Square Park, pourraient aujourd'hui être des autoroutes. Malheureusement, pour beaucoup de quartiers comme Harlem ou le Bronx, le mal était déjà fait, et évidemment, les Afro-Américains n'ont pas vraiment eu la chance ni les moyens de faire porter leur voix. En dehors des zones urbaines, beaucoup de petites villes le long des routes historiques, la route 66 par exemple, ont souffert de la disparition des voyageurs. Beaucoup ont fini à l'abandon, c'est devenu des vraies petites villes fantômes, avec des stations essence délabrées et des magasins en ruine. Et c'est exactement ce que raconte le film Cars par exemple. 40 years ago, that interstate down there didn't exist. The road didn't cut through the land like that interstate. It moved with the land, you know, it rose, it fell, it curved. Cars didn't drive on it to make great time. They drove on it to have a great time. Les iconiques motels et diners des années 50 ont rapidement fermé et leurs néons se sont éteints pour toujours. Les États-Unis ont donc tout misé sur la voiture, symbole de l'avenir, parfois au détriment de tout ce qu'ils avaient construit pendant des décennies. The streetcar has all but disappeared. The bus is proving an inept substitute. Commuter rail service deteriorates. Subways get dirtier. And new expressways pour more and more automobiles into the center of town. Le problème, c'est que tout n'est pas éternel. Il y a un truc que les lobbies n'ont pas voulu adresser à l'époque, c'est que le pétrole n'est pas une ressource illimitée. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. En 1973, avec le premier choc pétrolier, l'essence devient de plus en plus rare et les prix explosent. Qui aurait cru que les grosses voitures américaines faites pour consommer tellement d'essence allaient un jour manquer de carburant. Et pourtant, nous y sommes. On n'a encore jamais connu une situation pareille, obligé de faire la queue pendant 2 heures ou 3 heures pour obtenir quelques litres d'essence, 3 ou 4 gallons. Les voitures dont les numéros se terminent par des numéros pairs seront servies les jours pairs. Celles qui se terminent par un numéro impair, les jours impairs. Ces images d'automobilistes qui faisaient la queue pendant des heures pour avoir quelques gouttes d'essence sont devenues quotidiennes. Et même chose en 1979 lors du second choc pétrolier. I've been in 2 gas lines already. This morning? This morning. How long did you wait for the first one? I've been in both lines over an hour, and I'm out of gas. Parallèlement, de plus en plus de voitures étrangères étaient importées aux États-Unis. Les constructeurs américains ont perdu une énorme part de marché, et ça s'est accentué avec la crise énergétique. La belle américaine se vend de plus en plus mal. Aux États-Unis, la crise automobile atteint des proportions inquiétantes. Fini les grosses américaines qui consommaient, les Américains ont dû passer aux coccinelles ou aux Toyota, plus petites et bien plus économes. Au final, les voitures japonaises ont fini par dominer le marché, en quelques années seulement. Soudainement, les clips de propagande de General Motors sont devenus bien plus dramatiques. Count the foreign cars in this picture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Things have changed, and we sure do worry about it. Bah oui, souvenez-vous, si l'automobile va bien, alors l'Amérique va bien. Donc quand l'automobile va mal... Pour $1, près de Détroit, capitale américaine de l'automobile, vous pouvez casser une voiture japonaise. C'est le moyen qu'ont trouvé des concessionnaires Chrysler pour permettre aux ouvriers mis en chômage par la crise et la concurrence étrangère de manifester sans risque leur colère. Au même moment, la pollution atmosphérique devient vraiment préoccupante, la sécurité routière aussi,
et le gouvernement impose beaucoup de nouvelles normes aux constructeurs. Ils ont dû s'adapter en vendant des voitures plus petites, plus économiques et moins polluantes, et faire des gros compromis sur le design. American Motors a vendu la célèbre Pacer par exemple, une voiture compacte mais avec le confort à l'américaine. Now you can get that room and ride in the first wide small car, the AMC Pacer. That may explain why more than half the people buying the Pacer are trading in bigger cars for it. They've discovered they didn't need most of their big car anyway. Le design automobile dans les années 70 et 80 était souvent considéré comme assez moche, beaucoup plus sobre que les décennies précédentes. Et pour les muscle cars, autant dire que les lois anti-pollution des années 70 ont clairement signé leur arrêt de mort. Ce qui explique sûrement pourquoi elles sont si cultes aujourd'hui. Mais bon, 50 ans plus tard, beaucoup trouvent un certain charme aux voitures des années 70 et 80, surtout en France où elles nous rappellent les voitures de film. Et tout ça, ça nous mène à aujourd'hui. L'industrie automobile américaine n'a jamais vraiment réussi à retrouver la gloire des années 50 et 60. Mais elle reste incontestablement puissante dans un pays complètement dépendant de la voiture. My name is Joe Biden and I'm a car guy. Alors oui, la crise de 2008 a mis un gros coup, et le groupe Chrysler par exemple a dû être sauvé de la faillite par Fiat, depuis allié avec Peugeot. Alors autant dire que les Jeeps n'ont plus grand chose d'américain. Mais malgré tout, la culture automobile aux États-Unis persiste. Les Américains récoltent ce qu'ils ont semé au début du siècle, et un pays construit pour l'automobile ne peut pas s'en détacher si facilement. Vu la taille des infrastructures, les Américains peuvent se permettre d'acheter des voitures de plus en plus grosses. Et d'ailleurs, depuis 40 ans, le véhicule le plus vendu n'est autre que le Ford F-150, un énorme pick-up. I really like this truck. It's a Ford 150 and it's handy, as they say. Very handy. Encore aujourd'hui, les Américains font tout en voiture. Tout est fait pour avoir un confort optimal, il y a des porte-gobelets partout, et même les drives des églises existent encore. Et face à la crise écologique, l'Amérique veut donc tout miser sur les voitures électriques, après avoir réussi à limiter leur développement dans les années 90. Enfin ça c'est une autre histoire, ça sera encore pour une autre vidéo. Look, folks, the great American road trip is going to be fully electrified. Tesla a relancé le mouvement il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui, ça y va, tous les constructeurs s'y mettent. Mais bon, ça reste des Américains, vous vous doutez bien qu'ils vont pas rouler en Twingo électrique. We still have our rights. The right to remain loud. The right to be irrational. And we have the God-given right to save the muscle car. Bref, vous avez compris. Notons aussi le plan pour les infrastructures signé par Joe Biden en 2021, un projet gigantesque de 1200 milliards de dollars, prévu en partie pour rénover et construire des routes, des ponts et des bornes électriques, un investissement historique, le plus gros depuis la construction des autoroutes dans les années 50. Le plan propose aussi le plus grand investissement dans les transports publics de l'histoire américaine, et propose même de reconstruire certains quartiers noirs détruits par les autoroutes. Mais vous vous en doutez, l'idée n'a pas vraiment plu à tout le monde. I guess now, according to Democrats, roads are now racist, and you need to apologize for it. Roads can't be racist. You can't build racism into a road. Roads are made of sand and gravel and asphalt. What these idiots are doing in the Biden administration is they're saying, we're going to start destroying highways, and we're going to replace these highways with mass transit. We don't want mass transit. The last thing we need are more trains and subways and buses. Bon, cette loi pourrait certes être historique, mais c'est pas ça qui va changer la culture automobile aux États-Unis. Le budget alloué au transport en commun reste faible par rapport aux investissements pour l'automobile, qui reste essentiel pour le fonctionnement du pays. L'industrie automobile a bien l'intention de garder son monopole sur les transports, même pendant l'ère électrique. D'ailleurs, la plupart des grands projets de transport alternatifs sont des échecs. On a pu voir ça en Californie avec un projet de TGV entre Los Angeles et San Francisco, lancé dans les années 90. Il est en construction depuis 15 ans, et il continue de traîner à cause des allers-retours administratifs interminables et de l'opposition politique. La facture continue d'augmenter, et certains pensent même à l'abandonner. The current project, as planned, would cost too much and respectfully take too long. There's been too little oversight and not enough transparency. Et dans tous ces projets, on retrouve bien sûr les lobbies du pétrole, de l'automobile et de l'aviation pour y mettre des bâtons dans les roues. Bref, les Américains vivent encore une vraie histoire d'amour avec les voitures,
Et c'est le résultat de décennies de décisions politiques et économiques. Mais bon, on va pas se mentir, pour les passionnés d'automobiles comme moi, ça nous a quand même donné des modèles très cool à admirer. Dommage seulement que les conduire soit devenu une simple nécessité plutôt qu'un plaisir. Et si j'ai voulu vous raconter cette histoire, c'est parce qu'elle me paraît indispensable pour comprendre l'Amérique d'aujourd'hui. Cette dépendance à l'automobile est ce qui a créé l'Amérique que vous voyez dans les films, avec des pavillons en banlieue, les énormes facs et lycées avec les élèves qui vont en cours en voiture, ou les road movies qui ont marqué le cinéma. Mais malheureusement, il n'y a pas que du positif. La voiture est aussi responsable d'une véritable fracture sociale, et d'ailleurs, la plupart de mes vidéos sur le déclin des villes sont liées à cette histoire. Comprendre l'histoire de l'automobile est donc obligatoire pour comprendre l'histoire des États-Unis, et je me devais de faire cette vidéo pour poser les bases pour la suite. Cette année, je compte sortir plein de vidéos de ce style, donc si vous vous intéressez à la culture américaine, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Merci à tous, c'était Arthur Jean et vous regardiez Captain America.